Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire TechSec consacré au focus des protocoles FIDO-I2F et FIDO2. Donc, ce webinaire sera animé par Renato Antunes, qui est ingénieur avant-vente pour Yubico, ainsi que moi-même, Dorian Delorme, ingénieur avant-vente pour Infinigate. Donc, puisque ce webinaire sera principalement consacré à la partie technique, je vais directement rentrer dans le vif du sujet par rapport aux protocoles qui sont proposés sur la YubiKey. Donc là, vous avez un aperçu de tous les protocoles qui sont présents. Donc, on va bien sûr approfondir ensuite les protocoles FIDO, U2F et FIDO2. Donc, FIDO, U2F ayant été le tout premier protocole co-créé, donc passwordless co-créé par Google et Yubico en 2014. Puis FIDO2 qui est apparu ensuite en 2018, co-créé par Microsoft et Yubico. Donc, et FIDO2 aujourd'hui, c'est vraiment ce que l'on appelle le protocole passwordless parce qu'on va pouvoir s'affranchir du mot de passe pour venir se connecter à tout un tas de cas d'usage différents. On va également retrouver toute une partie de connexion via la carte à puce. Donc là, on parle du standard du NIST des années 90 qui est toujours présent, qui est toujours utilisé sur pas mal de cas d'usage également, et notamment encore beaucoup les VPN et les ouvertures de sessions sur des environnements plutôt legacy d'ailleurs. Donc il faut savoir qu'en smart card, on peut supporter jusqu'à 4 certificats différents, donc c'est-à-dire 4 identités différentes. On a également la brique OpenPGP, donc là pareil, un gros standard des années 80 qui est toujours actif pour certains cas d'usage, et notamment le chiffrement, qui est disponible sur la YubiKey. Et les trois types d'OTP que l'on retrouve aujourd'hui sur le marché, à savoir le TOTP, donc tous les OTP type Google Authenticator, HOTP, donc tous les OTP qui sont plutôt basés sur un compteur que sur le temps Unix, comme c'est le cas de TOTP, qu'on va plutôt retrouver dans des environnements type Radius, et UbiOTP, qui est un OTP développé par Yubico, qui n'est pas propriétaire, qui est open source, c'est la raison pour laquelle on va pouvoir la retrouver sur plusieurs supports différents, qui est une amélioration du protocole OTP de base en termes de sécurité, et on le reconnaît assez facilement puisque les TOTP, HOTP ont entre 6 et 8 caractères, et les UbiOTP, eux, ont une chaîne de 32 caractères. Voilà pour l'overview très rapide. Donc ici, la philosophie de la YubiKey, c'est vraiment de faire le couteau suisse dans des environnements clients. Pourquoi? Parce que dans des environnements clients, la plupart du temps, eh bien, on doit composer avec ce que proposent les éditeurs en termes de MFA. Donc, il y en a qui vont savoir faire de l'OTP, d'autres de la carte à puce, d'autres de FIDO2, d'autres rien du tout, ou d'autres un autre type d'OTP. Donc là, le but, c'est avec une même clé, venir répondre à tous ces cas d'usage en simultané. Par rapport au type de cryptographie, donc un point rapide dessus, donc on va retrouver aujourd'hui typiquement trois types de crypto. Donc les cryptographies symétriques, qui étaient bien évidemment le premier type de cryptographie qui a été développé. Donc ici, on va utiliser une seule clé secrète, et cette clé sera partagée entre deux entités. Par exemple, entre l'utilisateur et le serveur qui est en face, quel que soit le protocole utilisé ou le cas d'usage. Donc ça, c'est typiquement un OTP, une cryptographie que l'on va retrouver à travers les protocoles OTP. Aujourd'hui, les protocoles OTP utilisent un secret partagé. C'est-à-dire que si vous utilisez un OTP, par exemple, sur votre Office 365, ça signifie que, évidemment, vous avez le secret sur votre téléphone ou sur votre YubiKey pour générer le code à 6 chiffres, mais ça signifie également que le tenant possède ce secret de son côté. Ce qui peut en fait tout simplement, on peut arriver au cas d'usage où l'éditeur est hacké, des secrets ont fuité, et auquel cas, eh bien, les secrets OTP ont une chance d'avoir fuité également, et donc que le MFA soit rendu inutile. Ensuite, on va retrouver la cryptographie basée sur les PKI. Donc là, le but, c'est qu'on va venir vérifier les différentes parties avec un système de certificat, une autorité de certification, comme le service ADSS de Microsoft, par exemple, ou autre. Ce mode-là est principalement utilisé à travers le protocole PIV ou Smart Card, c'est synonyme. Donc, pour ouvrir, par exemple, des sessions,
pour venir ouvrir des sessions VPN, des sessions RDP. Voilà. Ça, c'est typiquement les cas d'usage qu'on retrouve aujourd'hui à travers les cartes à puce. C'est un protocole qui tend tout de même à disparaître à moyen terme, car c'est tout simplement un protocole qui a vécu maintenant. On parle d'un protocole qui a plus de 30 ans, donc en sécurité, ça fait très long, et qui tend en fait à être remplacé par les nouveaux protocoles que sont FIDO-UDF et FIDO2. Et donc, pour arriver au protocole FIDO-UDF et FIDO2, on va parler de cryptographie asymétrique. Donc, par rapport à la cryptographie symétrique qui, elle, a un secret partagé, la crypto asymétrique, le principe, c'est qu'on n'a pas ce secret partagé. On va avoir côté client, donc côté YubiKey, si vous voulez, l'utilisateur qui va venir générer cette paire de clés, et la clé privée restera stockée dans la YubiKey et ne sortira jamais, elle ne sera jamais partagée. Et ensuite, en fait, tout ce que va stocker le tenant en face, le serveur, c'est une clé publique qui, elle, ne stocke aucun secret, et donc qui est inoffensive ou en tout cas inutile si jamais on tentait de l'exploiter. Par rapport à si on devait faire un petit comparatif des différents protocoles en termes d'avantages, bon, l'OTP, le principal avantage, c'est tout simplement qu'il n'y a pas de software requis. On peut avoir une interface clavier, pareil pour la variante TOTP. Bon, on va juste nécessiter un Ubiquitous Authenticator puisqu'on a besoin d'une référence en termes de temps, vu que le TOTP, c'est basé sur le temps Unix. C'est un OTP qui est universel, c'est-à-dire qui est multi-support. C'est à peu près supporté sur tous les OS aujourd'hui et sur toutes les plateformes. C'est d'ailleurs le protocole aujourd'hui le plus répandu pour le moment, sans parler du SMS. Et c'est extrêmement facile à implémenter. Côté smart card, alors voilà, donc on a un format physique qui est un petit peu amélioré pour les YubiKey par rapport au smart card traditionnel. Donc là, on va typiquement s'affranchir du coût d'infrastructure. Pourquoi? Parce que la YubiKey, ça a un format USB, que ce soit USB-C, USB-A, Lightning, peu importe. C'est un format USB, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'intermédiaire comme un lecteur NFC pour venir lire cette YubiKey. Donc en fait, on achète les YubiKey, on la branche, et nativement, elle est reconnue sur les 3 OS principaux que sont Windows, Linux et Mac. On peut également nécessiter la présence utilisateur, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rentré un code PIN pour se loguer, on peut venir appuyer sur la YubiKey pour se loguer. Et même procédé pour faire de la signature avec des certificats. Et enfin, les avantages côté FIDO-UDF et FIDO2. Alors déjà, clairement, en termes de sécurité, on est sur ce qui se fait de mieux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et depuis 2014, il n'y a eu aucune faille qui sont sorties sur ces standards. Ils sont pour le moment restés intacts. La confidentialité accrue, du coup, ce que ça implique. Les faibles coûts. Pourquoi? Parce qu'ici, on n'aura pas besoin de PKI, par exemple, pour que ça fonctionne. Tout sera directement géré par le tenant. Donc, si on fait l'authentification dans Azure, tout sera géré dans le tenant Azure. On n'aura pas besoin de plus en fait que simplement ce que va nous offrir le tenant et donc simplement ajouter ces YubiKey. Pas de driver pour que ça fonctionne et ces 2 standards ont été pensés dans un esprit de self-service. C'est-à-dire qu'un utilisateur le protocole est fait pour que les utilisateurs s'enrôlent eux-mêmes. Et donc pour ça, évidemment, il fallait une expérience très simplifiée. Et pour cette raison-là, un enrôlement de YubiKey pour faire du FIDO, c'est tout simplement brancher la clé et appuyer dessus. Et d'ailleurs, c'est à peu près la même expérience pour se loguer ensuite. Côté expérience utilisateur, du coup. Donc, je vais partir du plus bas, c'est-à-dire typiquement ce qui se fait de moins bien en termes d'expérience utilisateur, à savoir les OTP. Les OTP, typiquement, comment ça va se passer? Je vais venir entrer mon login et mon mot de passe dans un premier temps, donc j'ai toujours cette notion de mot de passe qui est présente. Puis, je vais venir entrer un OTP. Donc ensuite, suivant l'un des 3 types d'OTP qu'on utilisera, on va avoir une expérience différente. Si c'est par exemple du UbiOTP, on a simplement à venir appuyer sur la clé pour générer cette chaîne de caractères. Si jamais c'est du TOTP, type Google Authenticator ou Yubico Authenticator, on va devoir soit sortir son téléphone, soit installer Yubico Authenticator sur le PC, puis brancher sa clé et récupérer le code à 6 chiffres et l'entrée.
encore une fois après avoir rentré son login et son mot de passe. Donc, on est toujours sur vraiment quelque chose de pas de lourd, mais qui est assez procédurier. Ensuite, on a une expérience un petit peu améliorée avec la partie Smart Card. Donc là, qu'est-ce que ça va être pour se loguer? Peu importe le support ou le cas d'usage, c'est brancher sa clé, entrer un code PIN. Donc code PIN qui est interne à la YubiKey, qui n'est pas un mot de passe, c'est simplement quelque chose pour venir protéger le conteneur de données. Et ensuite, on est logué. Donc là, déjà, on a une première expérience de passwordless qui est possible, à savoir que quand on fait de la smart card, du coup, on n'a pas besoin de se souvenir d'un mot de passe. Tout ce dont on a besoin de se souvenir, c'est un code PIN qui peut être entre 6 et 8 caractères numériques et qui n'a pas besoin de changer pendant toute la durée de vie de la clé. C'est-à-dire que ce code PIN peut vous faire potentiellement 10 ou 15 ans, c'est-à-dire voilà, tout le temps que vous garderiez une YubiKey. Et ensuite, on a l'expérience encore plus améliorée avec FIDO. Donc FIDO I2F, qui était le premier protocole FIDO à être sorti, n'a pas intégré cette notion de passwordless. C'est-à-dire que pour se connecter en FIDO I2F, par exemple, le cas d'usage que j'ai le plus souvent sur FIDO I2F, c'est du Gmail. Eh bien, on va devoir entrer son login et son mot de passe et ensuite venir appuyer sur la clé, donc qui va venir signer à travers le protocole FIDO l'authentification. Finalement, on se rapproche un petit peu de ce que faisait l'OTP avant, c'est-à-dire qu'on a toujours cette notion de login mot de passe, seulement ici, on a quand même simplifié l'expérience parce qu'on n'a pas besoin de sortir son téléphone ou d'aller sur une application tierce pour que ça fonctionne. On a simplement à venir appuyer sur la YubiKey pour signer l'authentification. Et enfin, pour arriver à ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire FIDO2, que ce soit en termes de sécurité ou en termes d'expérience utilisateur, ici, on n'a plus du tout besoin de mot de passe, un petit peu comme la smart card. On a simplement besoin de venir brancher la clé, entrer un code PIN si on a une clé classique, ou alors directement authentifier avec la biométrie si on possède des YubiKey biométriques. Les deux sont possibles aujourd'hui. Donc, dans les deux cas, de toute façon, on n'a plus de mot de passe à rentrer. Et dans l'autre cas, c'est-à-dire la biométrie, on n'a même plus besoin d'avoir à se souvenir d'un code PIN qui peut être un code PIN de carte bleue. On peut simplement venir poser son empreinte pour se loguer encore plus rapidement. Donc, par rapport à FIDO2 et aux possibilités qu'offre FIDO2, donc on va retrouver bien évidemment on va dire le plus commun, en tout cas si vous êtes par exemple dans Office, c'est le passwordless, c'est-à-dire tout simplement supprimer l'usage du mot de passe pour venir utiliser une authentification plus simple, c'est-à-dire brancher la clé et être logué avec un code PIN. Seconde possibilité, c'est faire du FIDO2, donc finalement un petit peu une expérience FIDO I2F, c'est-à-dire login mot de passe, et ensuite on appuie sur la clé. Et cas d'usage numéro 3, c'est en fait brancher la clé et ensuite entrer soit un code PIN, soit la biométrie pour se loguer. Le meilleur, évidemment, des trois cas d'usage, vous l'aurez deviné, est l'authentification biométrique. Et on est toujours sur un système de double facteur, hein, parce qu'on a ce que j'ai, c'est-à-dire la YubiKey, et ce que je suis, à savoir la biométrie. On s'est simplement affranchi de ce que je connais, c'est-à-dire un code PIN ou alors un mot de passe. Par rapport à l'utilisation au mode de fonctionnement de FIDO2, donc en fait, c'est composé d'un protocole client ou authenticator, un protocole CETAP, qui a été créé par l'Alliance FIDO et qui est donc une API d'authentification web qui a été créée par le W3C, entre autres, et YubiKey. Donc tout ça, en fait, toutes ces specs-là, va fournir un ensemble qui va s'appeler FIDO2. Sur FIDO2, on va avoir deux opérations de base, à savoir enregistrer, donc enrôler sa clé, et ensuite s'authentifier. À savoir que FIDO2 est à la base un protocole de navigateur. Et c'est d'ailleurs l'une des différences que l'on a avec l'authentification Smart Card, c'est que Smart Card a plutôt été pensé dans des environnements legacy, c'est-à-dire pas dans les navigateurs web, alors que FIDO2 est né dans les navigateurs. Et donc, on a une authentification beaucoup plus simple et beaucoup plus native qu'une Smart Card dans tous les environnements SaaS, entre autres. Donc, comment est-ce que ça fonctionne FIDO2? En tout cas, en termes d'enregistrement et d'authentification. Donc, quand on enrôle pour une première fois sa clé, donc on va tout simplement venir dire au tenant, donc la tenant, c'est le petit bonhomme vert, et nous, c'est le petit bonhomme bleu. Typiquement, quand on va vouloir venir s'enrôler, on va venir
dire, par exemple, ajouter une clé de sécurité dans ces méthodes MFA. Donc, le tenant va dire, il n'y a pas de problème, moi, tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta clé publique. Donc, à partir de ce moment-là, la personne qui a la YubiKey va venir automatiquement générer une paire de clés publiques privées. La clé privée ne sortira jamais de la YubiKey et ne pourra jamais être exportée. Et il va envoyer la clé publique au tenant en question. Et en fait, c'est simplement ça. L'enrôlement, c'est simplement que le client génère sa paire de clés et qu'il envoie la clé publique au tenant. Et c'est terminé. Et ensuite, au terme d'authentification, comment ça se passe? Puisque maintenant le tenant possède la clé publique, donc il va tout simplement venir générer un challenge, donc une chaîne de caractères, qui va venir chiffrer avec la clé publique du client, et il va lui envoyer ce challenge. Et si on est bien la bonne personne et qu'on est bien le détenteur de cette clé privée, la clé privée doit être en mesure de pouvoir déchiffrer ce que sa clé publique a chiffré. Donc, on va tout simplement déchiffrer ce challenge, ce qui s'appelle signer en cryptographie, et on va renvoyer ce challenge déchiffré. Le tenant qui a reçu le challenge déchiffré va comparer ce qu'il avait généré à la base et ce qui vient d'être déchiffré. Et s'il y a match, ça signifie tout simplement qu'on a réussi le challenge et donc qu'on est bien détenteur de la YubiKey et donc on est bien la bonne personne. Et on est logué ensuite de cette manière-là. Donc c'est extrêmement simple pour le coup à comprendre une authentification FIDO2. C'est tout simplement un mécanisme de signature à clé asymétrique. Par rapport au cas d'usage qu'on va retrouver le plus souvent sur FIDO-U2F et FIDO2, donc on va venir retrouver ce pourquoi il a été créé à la base, c'est-à-dire les web services. Donc là, on va parler de tout ce que vous pouvez imaginer où vous faites du MFA sur les web, donc ces comptes de messagerie, des IAM, éventuellement des VPN en SaaS. On va venir retrouver tout ce qui va être Salesforce, par exemple, qui est un sujet parce que maintenant Salesforce a porté le MFA, des applications métiers, etc. Autre cas d'usage que l'on voit extrêmement souvent, c'est l'ouverture de session. Il faut savoir aujourd'hui que même dans un environnement où on n'a pas Azure, on peut parfaitement faire de l'ouverture de session avec une YubiKey à travers notamment le protocole Smart Card. On va également venir se loguer à des applications lourdes. Donc là, je pense surtout aux applications VPN. Donc on va pouvoir venir aussi autoriser des transactions puisqu'on peut avoir des mécanismes de signature. On va venir aussi donc répondre à tous les sujets qui sont passwordless. Donc ça, ce sera un besoin client. Avoir du passwordless, s'affranchir des mots de passe, c'est de la complexité des mots de passe. Ou encore, venir répondre plus globalement à tous les cas d'usage MFA à travers un seul device qui serait la YubiKey. Et donc, qu'est-ce qu'apporte FIDO2 en plus de l'expérience passwordless? Ça va apporter un mécanisme supplémentaire d'anti-phishing. Alors, comment ça se passe? Typiquement, aujourd'hui, quand vous vous faites ficher, donc vous arrivez évidemment sur un faux site, et le problème avec les autres OTP, c'est que, plutôt avec les phishing modernes, c'est qu'aujourd'hui, les pages sont dynamiques. C'est-à-dire que si vous vous loguez par exemple à un faux compte, à un faux site O365 et que vous rentrez votre login mot de passe et que vous avez un OTP, en fait, l'attaque va être en temps réel, c'est-à-dire que vos logins vont être joués en temps réel. Et si jamais l'attaquant sur la vraie page a un pop-up qui demande un OTP, dynamiquement, il va venir vous afficher un pop-up OTP pour que vous le rentriez. Et donc évidemment, ensuite, lui, il le joue en temps réel une fois que vous l'avez rentré et lui est logué. Et c'est la raison pour laquelle ce type de protocole a des vulnérabilités en fait que pas FIDO2. Pourquoi? Parce que FIDO2, quand il se log, il fait une vérification d'URL typiquement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand vous enrôlez une clé sur votre compte Office, le token en question va stocker votre adresse mail pour qu'on sache quel compte veut se connecter, le token, c'est-à-dire le secret, et à côté de ça, l'URL associée. Ce qui veut dire que si vous vous faites ficher sur le site office.com où il y a 3F à Office, en fait, ça ne marchera pas parce que quand vous allez vouloir vous connecter avec une clé de sécurité, en fait, il ne va pas y avoir de correspondance de Office avec 3F dans votre clé. Et donc, l'authentification FIDO ne pourra pas fonctionner. Et c'est pour ça que vous entendrez peut-être un jour que FIDO2 est dit anti-phishing. C'est grâce à ce mécanisme de sécurité qui fait qu'on ne peut pas ficher aujourd'hui à travers une authentification FIDO2. Un mot rapide, même si j'en ai déjà parlé, concernant la crypto à clé publique et quel est son intérêt principal. Son intérêt principal,
Donc là, j'ai mis en premier exemple une authentification basique où les secrets sont stockés sur le serveur. Hein. Donc, pour information, hein, les mots de passe, c'est du secret symétrique parce qu'ils sont partagés entre le tenant et le client. Bah là, typiquement, si la base est volée, tout le monde, on récupère les mots de passe, on va récupérer les OTP également. Et donc, voilà, là, tout est compromis. Dans le cas d'un système à clé publique, tout ce qui est stocké, encore une fois, côté serveur, ce sont les clés publiques. Et les clés publiques ne servent strictement à rien si jamais ne servent strictement à rien s'il n'y a que ça. Pour qu'on puisse venir compromettre une session FIDO2, il faudrait qu'on ait la clé privée qui est stockée sur la YubiKey, qui est générée directement sur la puce, sur la chip sécurisée EL6+ de la YubiKey, qui ne pourra jamais en sortir, on ne peut pas l'extraire. Voilà, donc ça c'est le principal avantage, c'est que même si le serveur est compromis, ça ne compromet pas les identifiants. Un mot rapide simplement par rapport au YubiKey, par rapport à l'usage d'un téléphone. Donc ça, c'est l'un des cas d'usage que l'on rencontre assez souvent. Hein. Et le plus récent en date a été l'utilisation de Salesforce. Là, c'est tout simplement que à travers Salesforce, aujourd'hui, depuis le 1er février, on doit forcer le MFA sur les sessions Salesforce. Le problème, c'est que tout le monde n'a pas forcément de téléphone pour pouvoir le faire. On a eu des centres d'appel qui nous ont contactés, par exemple, parce que voilà, ce sont des gens il y a un, il y a un, il y a un- il y a un turnover assez conséquent. Ils n'ont pas la capacité d'apporter des smartphones à tout le monde. Cependant, le MFA est obligatoire désormais. Là, c'est là où, par exemple, la YubiKey va pouvoir venir intervenir pour proposer du MFA sans utiliser un smartphone. L'autre avantage, bien sûr, c'est par rapport à l'expérience utilisateur. C'est clair que entrer un login mot de passe et avoir à sortir son téléphone, le déverrouiller, ouvrir l'application, copier le code et entrer le code, c'est beaucoup moins sympa que simplement venir brancher une clé et appuyer dessus. Ça, c'est clair. Autre avantage certain de la YubiKey par rapport à un smartphone, bah, c'est sa solidité. Aujourd'hui, en entreprise, un smartphone, ça se change entre tous les 3 ou tous les 5 ans. Donc, ce qui implique une synchro d'OTP, voilà, tout un process, on va dire, pour que on maintienne une continuité. Avec une YubiKey, c'est extrêmement solide. Hein, on a été avec Renato sur plusieurs salons et on offrait une YubiKey à quiconque arriverait à la détruire entre ses mains. Et il se trouve qu'en fait, on n'a pas offert de YubiKey ce jour-là. Donc, extrêmement solide. On n'a même pas encore de vrai recul sur la longévité des clés parce que Yubico est une société qui a été créée en 2007 et les clés de 2007 fonctionnent encore. Donc voilà, ça c'est un vrai avantage également par rapport au smartphone. Et l'autre avantage donc, qui est un petit peu lié en fait à l'obsolescence, bah, c'est que la racine de confiance est portable. Donc qu'est-ce que ça implique? Bah, ça implique ce que j'avais dit, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de se soucier des synchros d'OTP entre les différents périphériques parce que ce secret va naviguer et va être utilisé sur plusieurs types de plateformes différentes. Et autre avantage, alors plutôt qui est encore une fois lié, c'est que, et qui fait que la YubiKey dure très longtemps en termes de longévité, c'est qu'elle n'a pas de batterie, contrairement à un téléphone. Et aujourd'hui, en électronique, la batterie, c'est le point faible. C'est le point faible. Et c'est la raison pour laquelle les téléphones durent entre 3 et 5 ans, c'est à cause de la batterie. La YubiKey, c'est un périphérique électronique passif. Ça signifie qu'elle attend un signal, elle n'embarque aucune batterie et elle va simplement venir répondre aux signaux qu'on lui envoie. Donc, c'est du cold storage, typiquement. Donc, voilà qui conclut l'introduction technique des protocoles FIDO2 et FIDO-I2F. Autrement, peut-être, Renato, je ne sais pas si tu m'entends. Oui, je suis là. Oui, si c'est possible éventuellement de montrer un passwordless sur une machine Azure ou sur Office. Oui, tout à fait. Là, moi, je me suis connecté à mon Office 365. Je vais venir sur la configuration de mon compte, donc la view account. Je vais faire un skip là, c'est justement parce que je n'ai pas le MFA encore configuré, on va le faire ensemble. Je viens sur la partie Security Key, Security Info, pardon. Et là, je vais avoir la possibilité de rajouter une méthode d'authentification. Je fais un skip encore une fois.
Voilà. Là, je vais rajouter une security key, donc ajouter une méthode. J'ai choisi la security key. Je fais un add. Et là, il faut juste suivre les prompts qui vont être proposés par le navigateur. Donc là, je fais un next. Ah, il me demande encore une fois le tap parce que je fais un skip. Voilà, je vais ajouter ma clé USB. Donc, du coup, je choisis USB. Je fais next. OK. Là, il me propose de créer un nouveau code PIN, justement parce qu'il identifie que ma clé elle est toute neuve. Donc, du coup, il faut créer un code PIN pour protéger bien les secrets. Je touche ma clé. Je fais un skip encore une fois. Et là, je donne un nom à ma clé. Je peux faire YubiKey 5C NFC, par exemple. On va bien identifier quelle est la clé que j'utilise. Et voilà. Là, j'ai la clé qui est enroulée avec mon compte. Si je fais un logout, je vais quitter la session. T'as mis 2 i. Oui, j'ai mis, oui, voilà. Ouais, c'est ça. Là, je vais faire oublier l'utilisateur justement pour vous montrer qu'en fait, là, on n'a aucun besoin d'avoir même l'identifiant pour se connecter avec la YubiKey. Donc là, sur la fenêtre de connexion, je vais choisir une autre option de connexion. J'ai choisi la YubiKey. Là, je tape mon code PIN. Je touche la clé pour bien confirmer qu'il s'agit d'un être humain qui est derrière la demande de connexion et pas un malware. Et du coup, moi, je suis connecté avec la YubiKey. Donc voilà pour l'expérience utilisateur par rapport à l'enregistrement et aussi l'authentification avec une YubiKey sur l'outil Office 365.